Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui fera partie d'une série de 3 vidéos portant sur la méritocratie. Donc dans ces 3 vidéos, je vais partir déjà d'un présupposé que je ne traiterai pas comme tel de manière directe. On va partir du principe qu'il existe des phénomènes de reproduction sociale, de déterminismes sociaux très forts dans nos sociétés. Ça n'appartient pas au domaine de l'opinion, ça appartient au domaine de la connaissance aujourd'hui. Il suffit d'aller voir un certain nombre de statistiques, d'études sociologiques, etc. pour le constater, et tous les sociologues aujourd'hui, globalement, s'accordent à dire qu'il existe effectivement une reproduction sociale très forte. D'ailleurs, elle est particulièrement forte en France, petite parenthèse. Je vous mettrai en barre d'infos un lien vers un rapport de l'OCDE qui date de mai 2019, et qui montre qu'on est particulièrement mal classé. Il faut 6 générations en France pour passer d'un revenu faible à un revenu moyen, ce qui quand même semble énorme. Bref, donc on part de ce présupposé qu'il existe un déterminisme social. Ce dont je vais traiter, ce dont je vais parler dans ces 3 vidéos, c'est des exceptions à la règle en fait, de la non-reproduction sociale qui existe dans les phénomènes d'ascenseur social et de déclassement social. Je suis à titre personnel un exemple en fait d'ascension sociale, puisque je suis passée d'un milieu populaire à un milieu bourgeois. Je ne vais pas traiter la question des transits de classe en tant que telle, de manière générale, je vais vraiment me concentrer sur le mérite et la méritocratie. Donc je vous propose une série de 3 vidéos. La première vidéo, donc celle-ci, lorsque j'entrerai enfin dans le sujet, la première vidéo est consacrée à déconstruire déjà la notion du mérite à l'échelle individuelle. Donc je vais prendre mon cas et je vais vous montrer, comme vous l'aurez vu dans le titre qui peut sembler piège à clic mais qui est extrêmement sincère, je vais vous montrer qu'à l'échelle individuelle, je n'estime pas être particulièrement méritante et je vais vous expliquer pourquoi de manière assez fouillée. La deuxième vidéo sera consacrée au travail, plus précisément au travail scolaire. Et là encore, ma réflexion n'est pas originale, hein, elle est inspirée de plein de lectures, etc. Mais je vais essayer d'en faire une vidéo relativement autosuffisante. Je vais essayer de déconstruire le mythe du travail scolaire, en tout cas de montrer qu'il ne s'agit pas simplement de volonté ou je ne sais quoi. Et puis dans la troisième vidéo, on s'éloignera un peu de l'échelle individuelle pour prendre un point de vue plus politique. Et j'aimerais vous transmettre les enseignements que j'ai reçus d'un certain nombre de lectures, notamment la lecture de Chantal Jacquet, qui soulève la question du mérite comme outil, comme construction politique destinée à conforter l'ordre social. Ces sujets sont hyper délicats à aborder publiquement, je trouve, et je m'attends, en les abordant ici, à rencontrer un certain nombre de résistances, parce que je touche à quelque chose de très émotionnel et très ancré. Parler de mérite, dire que je ne suis pas méritante, c'est renvoyer aux gens le fait qu'eux-mêmes potentiellement ne le sont pas, même s'ils ont fait un certain nombre de sacrifices, qu'ils ont beaucoup travaillé, etc. C'est très très émotionnel et parfois très dur à entendre. Ce que je vous propose, c'est en tout cas de vous partager mes réflexions, de soulever des questions, d'ouvrir des portes et des champs de réflexion. Et ensuite, libre à vous, bien sûr, de vous faire votre propre opinion et je serai ravie d'en discuter avec vous. Donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif de cette première vidéo dans laquelle je vais vous livrer un peu mon témoignage personnel d'ascension sociale. Je vais essayer avec vous de décortiquer, de déconstruire quels ont été tous les freins et les opportunités qui ont jalonné mon parcours et qui m'ont permis ou non, bref, de faire ce transit de classe. L'idée derrière, en utilisant ce cas particulier, c'est de montrer à travers un exemple que ce sujet est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer lorsqu'on parle de mérite, d'ascension sociale, de montrer que cet ascenseur social, je ne peux pas l'imputer à ma seule responsabilité individuelle ou à une certaine force de travail ou je ne sais quoi, et que tout ça, effectivement, qu'il y a un faisceau de facteurs extrêmement fort et à la fois intérieur, extérieur, etc. qui a joué. Donc ce que je vous propose effectivement, c'est de faire une introduction un peu poussée pour vous situer déjà, parce que comme je m'utilise comme objet d'étude, il faut situer, contextualiser l'objet d'étude. Donc je vais vous parler d'abord déjà de quel était mon ascenseur social, qu'est-ce que les gens projettent sur moi souvent et qu'est-ce qui m'a amené à vouloir réfléchir à ces questions et à déconstruire un certain nombre de préjugés. Ensuite, je ferai le gros cœur de la vidéo autour de tous les déterminismes et je vous proposerai une certaine typologie que j'ai construit
grâce à toutes les lectures et les réflexions que j'ai pu rencontrer. Et puis en fin de vidéo, je ferai une conclusion un peu développée sur mes ressentis actuels, d'analyse de ma propre histoire. Voilà. Mais ce sera assez centré du coup sur mon cas particulier, je vais pas mal me livrer, mais parce que finalement je trouve pas ça si intime que ça, j'espère que vous trouverez pas que je manque de pudeur ou quoi, mais c'est le cas que je connais le mieux, c'est le mien, voilà. Et puis de toute façon je choisis globalement ce que je dis et ce que je ne dis pas, et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit quand même relativement scientifique entre guillemets, parce que j'ai fait relire par 2 proches pour m'assurer que je n'avais pas un regard trop biaisé sur moi-même. Alors du coup on contextualise l'objet d'étude, et d'abord petit point rapide sur mon ascension sociale. Mon ascension sociale a ceci d'assez remarquable, qu'elle est un peu exemplaire. Elle coche beaucoup de cases de l'idéologie du mérite. C'est-à-dire que d'abord, j'ai vécu une ascension sociale très franche. Je viens d'un milieu vraiment ouvrier. Mon beau-père était tourneur-fraiseur, ma mère secrétaire, mes grands-parents ouvriers. Milieu vraiment ouvrier, en province, et aujourd'hui milieu bourgeois, bourgeois intellectuel. J'ai fait des grandes écoles, j'ai fait Louis le Grand, Sciences Po, l'ESSEC, etc. L'ascension sociale, pardon, est bien nette. Ensuite, c'est un transit de classe qui s'est fait dans le travail acharné et dans le sacrifice. J'ai travaillé depuis l'enfance à l'école, j'étais très travailleuse. J'ai choisi de faire prépa, et à l'époque, effectivement, pendant 3 ans, j'ai bossé 14 heures par jour pendant 3 ans. En huis clos, à l'internat, etc. Ça a été très sacrificiel. J'ai travaillé pendant mes études pour gagner de l'argent, alors pas quand j'étais en prépa, mais dès Sciences Po, je travaillais pour être autonome financièrement. Et troisième élément, j'ai été largement aidée par les aides du gouvernement, par les aides des structures dans lesquelles j'étais. Donc j'ai eu la bourse au mérite à partir de 18 ans grâce à ma mention très bien au bac. J'ai bénéficié des aides de la fondation de Louis le Grand, qui est une fondation caritative, au moment où ma mère a perdu son emploi. Bah oui, parce que c'est encore plus larmoyant, ma mère a perdu son emploi pour licenciement économique pendant que j'étais en prépa. J'ai bénéficié des aides de Sciences Po, puisque Sciences Po aide les étudiants défavorisés à travers une bourse complémentaire. Donc voilà, j'ai coché un peu toutes les cases de l'ascension sociale exemplaire. On pourrait me mettre dans un clip de gouvernement, ça irait quoi. Enfin, non, hein, mais voilà. Deuxième élément d'introduction, je suis forcée de constater que les gens, la société, etc. projettent des choses sur moi à travers ce prisme de méritocratie. Donc j'ai un peu réuni les idées parce que les projections c'est un peu flou, c'est un peu intriqué, etc. Mais en gros ce que j'identifie c'est qu'on projette sur moi de l'admiration, de la validation et de l'exemplarité. L'admiration. Les gens peuvent parfois dire m'admirer pour cette force de travail, pour cette réussite, pour ces sacrifices que j'ai pu faire, pour des potentielles qualités innées, même si on ne sait pas trop ce que c'est. Et du coup, une forme d'admiration qui présuppose en fait une responsabilité individuelle, car c'est une admiration de la personne. Deuxième élément que j'évoquais, c'est la validation. On valide ma réussite comme si c'était une réussite qui avait plus de valeur que d'autres, parce que j'avais des freins. Voilà. Donc en gros, la réussite d'une personne venant d'un milieu populaire, qui donc n'a pas eu de piston, qui a eu plutôt des freins dans son parcours, va être de meilleure qualité que la réussite d'une personne qui a eu plus d'aide, plus d'opportunités, plus de possibilités. Donc voilà, ça c'est une deuxième chose qu'on projette sur moi, c'est la validation de la réussite. Et puis la troisième chose qu'on projette sur moi, c'est l'exemplarité. De manière directe ou indirecte, on peut utiliser les cas d'ascension sociale comme le mien, comme des exemples, des validations du système, puisque certains ont pu, notamment bah voilà, en se sacrifiant, en travaillant, en étant très sérieux, en profitant des bourses, des aides, etc. Puisque certains ont pu, c'est que c'est possible. Et du coup, on t'utilise un peu comme une forme d'étendard, comme un exemple à suivre. Et donc troisième point de cette introduction et de ce cadrage, quels sont les éléments qui m'ont amené à me questionner et à vouloir entrer dans ces sujets, décortiquer ces sujets. Alors il y a plusieurs choses et c'est assez chronologique. Depuis toujours, le premier problème qui se pose quand on me dit des choses comme ça, c'est les corollaires de ces propositions. C'est-à-dire que si moi, je suis méritante, digne d'admiration, etc., ça veut dire que ceux qui n'ont pas réussi alors qu'ils étaient dans le même cas de figure, peu ou prou, que moi initialement,
ne sont pas méritants, qu'on peut imputer leur échec à leur responsabilité individuelle, au même titre que ma réussite serait imputée à ma propre responsabilité individuelle. Et pour ne prendre qu'un exemple, mais il est fort dans mon histoire, mon frère n'a pas du tout eu une scolarité réussie, hein, selon les critères que l'on connaît. Il n'a pas fait d'études, il a échoué, il a vécu l'échec dans sa scolarité. Et on vient à peu près du même milieu sociologique. Seulement, est-ce que du coup ça veut dire que moi j'ai réussi parce que je suis méritante et qu'il a échoué parce qu'il est déméritant, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Et bien évidemment, depuis toujours, je me suis dit mais il y a un truc là, c'est pas correct. Les corollaires de cette validation de ma réussite montrent bien qu'il y a quelque chose de plus compliqué à creuser et que a priori c'est plutôt fallacieux. Deuxième élément, en fait j'avais l'impression tout simplement que ça sonnait faux, c'est-à-dire que sans avoir forcément les clés d'analyse, de compréhension intellectuelle de tout ça, à chaque fois qu'on parlait de mérite, j'avais cette impression et de responsabilité individuelle, parce que c'est toujours le sous-jacent en fait de la question, j'avais l'impression que ça sonnait faux. Et je me souviens notamment quand j'étais au lycée et où une personne de ma famille m'avait dit « Bravo Dara, tu as cette force de travail, c'est merveilleux, etc. Bravo à toi ». Et en fait j'avais envie de répondre « Mais bravo pourquoi ?» Parce qu'en fait moi je travaille en me sentant contrainte de l'être et j'arrive pas à faire autrement. Donc je me sentais déjà déterminée dans ces aspects qui permettaient ma réussite. Donc ça c'est le deuxième élément. Et puis, et bien forcément, plus récemment, les gros déclics intellectuels que j'ai eus ont été dus à des lectures, tout simplement. Des lectures, des conférences, bref, le fait que je me sois frottée à des réflexions qui m'ont aidée à formuler, à structurer ma pensée. Et à ce titre, une des lectures qui m'a le plus marquée, c'est le livre de Chantal Jacquet, Les transclasses ou la non-reproduction, dont je parlerai dans la troisième vidéo plus en détail, mais qui justement fouille un peu cette question de la non-reproduction sociale et m'a donné énormément de clés d'analyse et de grilles pour comprendre ma propre histoire et de manière générale cette question sociétale. Alors on entre du coup dans le cœur de cette vidéo. J'aimerais vous montrer, faire lumière sur les déterminants de mon ascension sociale, vous montrer que de la même manière que les phénomènes de reproduction sociale sont très déterminés par un certain nombre de facteurs, eh bien les exceptions à la règle, les phénomènes de non-reproduction ont aussi leurs propres déterminants. Je vais utiliser du coup mon cas et décortiquer avec vous ce qu'ont été les freins et les opportunités de mon propre parcours de classe. Et parce que c'est à la fois intellectuellement satisfaisant et parce que je trouve ça assez didactique, etc., je vous propose de ranger ces facteurs déterminants dans une typologie qui est imparfaite. Les frontières de cette typologie sont floues, il y a des choses qui s'intriquent, qui se recoupent, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux aujourd'hui en tout cas pour en parler et pour moi-même réfléchir. Donc je vous propose une typologie en quatre parties, en 4 types de déterminants. Donc on se concentrera d'abord sur ce qu'on pourrait appeler les déterminismes cognitifs, neurologiques. Ensuite on fera un peu lumière sur ce qui relève du psychologique et de l'émotionnel. On fera un point sur les déterminismes sociologiques. Et enfin, je consacrerai une partie à ce qu'on pourrait appeler le hasard et la contingence. Entrons déjà dans le sujet en commençant par traiter des déterminismes cognitifs, neurologiques. Première chose, moi j'ai eu une certaine opportunité dans le fait que j'étais neurotypique pendant ma scolarité. Alors, rappel sur la neurotypie, neuroatypie. Ce qu'on appelle neuroatypie, c'est les fonctionnements neurologiques, psychologiques qui s'écartent de la norme, sachant que la norme est définie par la société. Mais ce serait l'objet, je pense, d'une vidéo entière, voire plus. On va pas s'appesantir trop longtemps là-dessus, mais je voulais quand même le définir parce que c'est pas connu de tous. Donc, les neuroatypies peuvent être d'ordre très varié, de nature très variée. Il y a des neuroatypies qui sont innées. On peut penser notamment à l'autisme, avec toutes les différentes formes d'autisme qui existent. Il y a des neuroatypies qui se déclenchent au cours de la vie. Ça peut être la schizophrénie, la dépression, la bipolarité, les troubles 10 qui peuvent être dès l'enfance ou qui peuvent se déclencher, les troubles de l'attention, l'hyperactivité,
Bon, je ne peux pas tous les citer, mais ça vous donne un échantillon. Il y a des troubles qui sont particulièrement acquis, entre guillemets, hein, du fait de notre insertion dans la société. Je pense notamment aux troubles du comportement alimentaire. Et ces troubles sont potentiellement très envahissants dans la vie, et donc peuvent constituer, si on y est sujet, un immense frein pour ce qu'on appelle la réussite sociale et scolaire. Donc, pendant ma scolarité en tout cas, j'étais neurotypique ou en suradaptation, je sais pas, c'est pas la question, en tout cas je me comportais comme telle, et c'était pour moi une opportunité, premièrement. Je rappelle, oui, petite chose quand même, c'est très répandu les neuroatypies. Prenons la dépression par exemple, beaucoup d'adolescents vivent des dépressions, et ça peut avoir un impact immense sur la réussite. Est-ce qu'ils sont déméritants pour autant? Bah non, simplement l'école, les fonctionnements scolaires sont pas du tout adaptés à l'inclusion et la prise en considération des neuroatypies. Donc deuxième élément autour de ces déterminismes cognitifs, la question de la manière dont le cerveau est câblé un peu et des aptitudes qu'on a. Le fait est que l'école valorise un certain nombre très restreint d'aptitudes. Et j'ai eu la chance, et c'est vraiment une chance, c'est purement déterminé, de les avoir de manière innée. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai des facultés logiques, mémorielles, d'abstraction, etc. Innées. J'ai un rapport au langage aisé depuis toujours. Ma mère m'expliquait que je parlais à 1 an et demi et qu'on pouvait avoir des conversations avec moi, etc. Est-ce que je suis méritante de ça? Non, j'ai reçu ça, c'est extrêmement pratique parce que c'est ce que l'école valorise, mais je peux pas en tirer du mérite ou une gloire personnelle, c'est juste un fait. Et donc concrètement, si notre cerveau est pas câblé de la même manière et qu'on a d'autres capacités, mais que ces capacités ne sont pas spécialement valorisées par l'école, eh ben on se fait niquer, alors que c'est très injuste. Donc ensuite on entre dans la deuxième catégorie de déterminisme que j'ai eu du mal à nommer, mais qu'on pourrait nommer psychologique, relationnel, émotionnel. Et par rapport au premier type de déterminisme, ici on est vraiment dans l'acquis, même si dans le premier type de déterminisme il y avait aussi de l'acquis, mais il y avait aussi beaucoup d'inné. Alors ici, première chose que j'aimerais soulever sur, encore une fois, mon cas d'étude, mon cas particulier. J'ai énormément travaillé, comme je vous disais en introduction, durant toute ma scolarité. Et ce travail a été hyper déterminé psychologiquement. En fait, je travaillais parce que j'étais méga anxieuse et en déficit de confiance en moi énorme. Je ne vais pas fouiller, je n'ai pas envie ici publiquement, en tout cas à court terme, de fouiller ces déterminants psychologiques. En plus, ça ferait un peu psychologie à la petite semaine et ça m'ennuie. Même si moi, de mon côté, c'est des choses que j'aime réfléchir et analyser. Mais en tout cas, le fait est que cette anxiété très forte, que ce déficit de confiance en moi très fort, engendré par un certain nombre de déterminants psychologiques, de vie, etc., ont fait que j'ai surtravaillé. J'ai surtravaillé. Et c'était une aliénation. Vraiment. Il y avait des fois où je me levais la nuit, mais vraiment, alors c'était pas toutes les nuits, mais il y a des fois où je me levais la nuit parce que j'avais un DS de maths le lendemain et j'avais vraiment trop peur d'avoir loupé un truc, de plus me souvenir par cœur d'un élément du cours, etc. Et j'en souffrais. Donc je me sens pas du tout, je me suis pas du tout sentie libre dans mon travail. C'était quelque chose de subi. Donc là, on est sur un déterminisme qu'on pourrait qualifié de négatif, enfin c'est par quelque chose par une souffrance, par quelque chose de négatif, mais qui a engendré une opportunité dans le fait que ça a engendré ce travail valorisé et permettant du coup de cocher les cases de ce qu'attendait de moi l'école. Ça a été donc une opportunité pour la majorité de ma scolarité, en tout cas ma scolarité de collège, de lycée. Ça a pu devenir une forme de frein en prépa et dans mes études supérieures, en cela que ça devenait paralysant parfois, et aussi que cette anxiété, ce manque de confiance en moi m'empêchait parfois de réfléchir par moi-même. Je n'osais pas réfléchir par moi-même, et donc j'étais très capable de recracher beaucoup de choses, mais vous voyez, c'était très paralysant pour passer sur un autre mode de réflexion plus personnel et plus libre. Donc parfois, il y a certains freins qui sont aussi des opportunités qui sont aussi des freins. Mais en tout cas ici, c'est clair que l'anxiété a été une opportunité pour moi dans ma réussite. Deuxième élément de ce chapeau déterminisme psychologique, émotionnel, machin, j'ai été hyper aimée. J'ai été entourée d'amour et de soutien indéfectible de la part de ma famille d'une part,
et de certains amis, de certaines rencontres très fortes d'autre part. Beaucoup de personnes transclasses parlent des rencontres de leur vie, parlent des rencontres qui ont permis le transit de classe. C'est quelque chose que je ressens très fortement aussi. Donc effectivement j'ai eu une famille très soutenante, très aimante, de manière, oui comme je disais, inconditionnelle. J'ai eu des amitiés très fortes au lycée, etc. Mais surtout dans les moments les plus difficiles en prépa. J'ai eu des amitiés sur lesquelles je pouvais vraiment me reposer énormément émotionnellement. J'ai eu un peu de famille en région parisienne à l'époque où j'étais en prépa, où je pouvais de temps en temps aller le dimanche pour me ressourcer. C'est des éléments comme ça qui ont été aussi positivement très déterminants dans ce parcours fait quand même majoritairement de souffrance, quand même, faut pas l'oublier. Et puis troisième élément sur lequel je voulais faire lumière sur les questions de psychologiques et relationnelles, il y a le fait que je sois introvertie. Le fait que je sois introvertie a été une forme d'opportunité dans mon ascension sociale, parce que comme je suis peu demandeuse de sociabilité, eh bien j'ai moins de tentation, on va dire, de sortir, de me divertir, etc. du travail. Et ça peut aussi bien sûr être un frein, parce qu'à certains moments cette introversion m'a sûrement fait manquer des opportunités dues au fait que j'aurais pu faire plus mon réseau et ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à certains moments, je sais que du fait que je ne cherche pas beaucoup à sociabiliser, eh bien c'était une opportunité. Alors ensuite, les déterminismes sociologiques, ça peut sembler un peu surprenant que j'aborde les déterminismes sociologiques en tant qu'ils ont pu être des opportunités pour mon ascension sociale, parce qu'effectivement ce sont majoritairement, c'est vraiment le point majeur de potentiel frein, c'est-à-dire par rapport à une personne née dans la bourgeoisie, a fortiori dans la haute bourgeoisie, etc., mon milieu sociologique a plutôt été un frein économique, culturel, de réseau, etc. De fait, et ça c'est aussi une réflexion que j'ai pu me faire grâce aux travaux de Chantal Jacquet, la sociologie c'est très utile, mais les cas particuliers sont souvent très complexes et très subtils, et mon milieu sociologique, comme n'importe quel milieu sociologique, n'est pas un milieu qu'on peut caricaturer. Et donc certes je viens d'un milieu populaire, certes il y a des freins au sein de ce milieu populaire, mais il y avait aussi des spécificités qui à mon sens ont pu être des leviers et des opportunités finalement de transit de classe. Donc je vais un petit peu vous parler de ça à présent. Alors côté culturel, effectivement, on faisait aucun voyage à l'étranger. Je suis jamais allée à l'hôtel d'ailleurs avec mes parents, quoi, c'est un truc qui était totalement étranger pour moi. On n'allait pas au musée, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au restaurant, on n'avait pas de référence à des ouvrages classiques, on n'avait pas de bibliothèque de livres classiques à la maison, etc. etc. Vous avez compris l'idée, on est un milieu populaire, et donc l'éloignement géographique du fait qu'on est à la campagne, l'éloignement économique du fait que les sorties culturelles coûtent cher, l'élément culturel du fait qu'on n'a pas tout simplement le réflexe, sont des choses qui ont pu être des freins lorsqu'il s'est agi pour moi d'arriver dans un milieu bourgeois et intellectuel. Parce que je n'avais pas du coup cet héritage diffus de culture familiale. Pour autant, subtilité là, culturelle, il y a eu pas mal d'éléments qui à mon avis m'ont beaucoup influencée dès l'enfance. Ma mère, et j'en parlais déjà dans la vidéo sur Bourdieu, lisait énormément. J'ai toujours vu ma mère un livre à la main, et c'était sa première fenêtre de divertissement. Dès qu'elle avait un moment pour elle, elle bouquinait. Par ailleurs, on avait une aversion familiale à la télévision, ce qui peut être pour le coup très bobo en fait. La télévision était... on avait une télévision à la maison, mais elle était dans une pièce où on n'allait jamais. Elle était... Enfin, je crois que mon beau-père l'utilisait parfois, mais nous on la regardait très peu ou pas. Et il était hors de question par exemple de manger devant la télévision, ce genre de choses, c'était pas possible. Et mes parents méprisaient beaucoup les programmes à la télévision. Du coup, on était surtout, on était surtout en famille dans la salle à manger, et on allumait par contre de temps en temps la radio, on écoutait France Inter, on écoutait radio classique quand il s'agissait d'écouter de la musique classique, etc. Mes parents étaient très pointus musicalement. Alors ils écoutaient surtout du rock, de la folk et de la musique classique, mais ils étaient... ils avaient cette culture... Ils défendaient un bon goût, vraiment. Et ça m'a marqué parce que c'est très bourgeois aussi quand même.
il fallait pas écouter de la soupe, c'est ce qu'il disait, c'est de la merde. Il s'agissait de s'ouvrir à des choses de qualité qui étaient plus nourrissantes culturellement. Et puis, même un autre élément qui m'est revenu en tête, c'est que dans la manière dont on décorait notre maison aussi, on avait une pression, une pression intégrée au bon goût que mes parents m'ont transmis. On préférait récupérer des meubles à Emmaüs, et c'est ce qu'on faisait dans les faits, hein. On récupérait les meubles, je crois qu'on a acheté qu'un seul meuble de notre fête. On récupérait tous les meubles de personnes qui partaient en maison de retraite ou d'Emmaüs, etc. Parce qu'on préférait faire ça que d'acheter en kit ou quoi que ce soit. Ma mère disait toujours c'est soit Roche-Beaubois, c'est soit rien. Et c'est fou, du coup c'était rien, hein, parce qu'il était hors de question d'acheter Roche-Beaubois, mais il y avait cette question du bon goût dans les objets, dans la matérialité des objets. Je vais aller assez vite sur le facteur économique, mais j'aimerais quand même soulever 2-3 points. Certes, c'était un frein dans la mesure où on ne vivait clairement pas dans l'opulence économique. Mes parents avaient des salaires d'ouvriers et de secrétaires, et on arrivait du coup à vivre sans ressentir une pauvreté parce que mes parents étaient peu dépensiers et parce que aussi on vivait à la campagne, etc. et que mine de rien c'est plus simple. Voilà, mes parents mettaient pas de côté et n'étaient pas à l'aise financièrement. Voilà. Pour autant, là où il y a une légère opportunité pour moi, c'est dans le fait que ma mère donc, arrivait quand même à mettre de côté parfois sur des primes, et elle avait priorisé mes études. Donc ça, en fait, finalement, vous voyez, c'est plus de l'ordre du facteur psychologique et relationnel que du facteur sociologique. Mais bon, dans le sous-facteur finance, moyen économique, effectivement, les économies que ma mère avait, elle les a consacrées à mes études. Et donc ça, en soi, ça a été pour moi une opportunité. Il fallait avoir des économies et il fallait les consacrer à ça. Donc c'est pas le cas de tout le monde et ça dépend pas de moi. Alors troisième élément sur les déterminismes sociologiques, l'élément réseau. Alors je passe sur le fait qu'on n'avait pas trop de réseau hors de nos géographies, de notre milieu, ok, c'est plutôt un frein. Il y a quand même un élément ici qu'il faut que je soulève en tant que c'est une opportunité, parce qu'à mon avis c'est extrêmement fort et en fait je pense que je me rends compte depuis peu de temps du point auquel ça a joué dans mon parcours, parce que ça m'a offert un modèle. Donc ça fait beaucoup de propos préliminaires mais j'y arrive. La sœur de mon beau-père avait elle-même vécu un ascenseur social et je la voyais très peu souvent, mais quand je la voyais, pour moi c'était une percée dans la bourgeoisie et comment dire, oui, un modèle qui rend la chose possible en fait. Et donc elle avait vécu un ascenseur social, elle avait un bon poste, elle était directrice d'une certaine publication de presse, enfin pas de presse, mais c'est pas grave. Elle était mariée à un homme qui était médecin généraliste et ils vivaient de manière très bourgeoise à Aix-en-Provence, ou plutôt dans une commune aux alentours. Ils avaient une maison de maître magnifique, extrêmement bien décorée, parce qu'en plus ils avaient un goût pour la décoration, pour les antiquités, etc. qui était remarquable. Donc moi j'ai un souvenir surtout, je crois qu'on y est allé 2 ou 3 fois dans toute ma vie, et une fois en particulier quand j'y suis allée, j'étais en première, donc j'avais un regard de fascination très fort, alors que quand j'étais enfant je pense que je me rendais moins compte, mais en première je me rendais compte. Et effectivement leur maison était magnifique, leur bibliothèque était immense et contenait des livres que j'étudiais à l'école, et ça je trouvais ça fou. En fait ils avaient de la poésie, ils avaient tous les classiques dont j'avais entendu parler mais que j'avais jamais vu en livre en fait. Je les avais vus en polycopié, des extraits en polycopié, mais je les avais jamais tenus comme objet matériel. C'était incroyable. Je pense que ça a beaucoup joué quand même sur mon parcours, et pareil, ça dépend pas vraiment de moi. Et puis une dernière catégorie, qui est la catégorie du poids du hasard. Alors ici c'est beaucoup plus difficile effectivement d'évaluer les contingences, mais il y a sûrement beaucoup de contingences négatives. Par exemple, pour ne donner qu'un exemple, j'étais allée en terminale au CIO, le Centre d'information et d'orientation, et j'étais tombée sur quelqu'un de complètement du père, qui n'avait pas du tout pu m'aider. Et pour le coup c'est une petite épine dans le pied due au hasard. Bon voilà, et je peux pas trop savoir quels ont été tous les hasards négatifs de mon parcours. En tout cas je peux identifier quelques hasards positifs, et parfois qui vraiment se sont joués à rien et ont vachement déterminé des trucs énormes de ma vie et de ce transit de classe. Un des hasards le plus marquant à ce titre a été ma découverte du lycée Louis-le-Grand, qui s'est faite vraiment mais sur un hasard total, et
qui s'est joué à rien quoi. Donc à l'époque je faisais de la danse et vous savez APB, admission post-bac à l'époque, était sur le point de se clôturer et j'avais mis du coup des prépas, je voulais aller en prépa et toute frissonnante, tremblotante par la charge symbolique de la chose, j'avais quand même osé mettre Chateaubriand qui est la prépa de Rennes, considérée comme une très bonne prépa et dont j'imaginais que ce serait déjà une sacrée pression d'aller là-bas. Bref. J'annonce ça à ma partenaire de danse et il s'avère qu'elle était d'origine bourgeoise. Enfin, ses parents étaient médecins quoi, et donc elle évoluait dans un milieu clairement un peu différent du mien et on avait juste la danse en commun. D'ailleurs on n'était pas dans le même lycée ni quoi que ce soit, mais elle avait mon âge, bref. Et donc je dis à cette personne, effectivement que j'envisage d'aller en prépa et que j'envisage Chateaubriand, et à cela elle me répond avec un air super surpris, mais toi qui as de si bonnes notes, je comprends pas pourquoi tu tentes pas au moins Louis le Grand et Henri IV. Et en fait, moi je tombais des nues parce que juste je ne connaissais pas Louis le Grand et Henri IV, je ne savais pas ce que c'était. Et elle m'expliquait que sa sœur, qui était en terminale L, était allée aux portes ouvertes de ces grands lycées parisiens et les avait du coup inscrits sur APB, sur admission post-bac. Et donc à la suite de cette conversation, le soir même au retour des répétitions de danse, je suis allée sur internet, je suis allée me renseigner, etc. Et ça a déclenché chez moi l'envie de fouiller un peu plus la question, et une semaine plus tard, effectivement, je rajoutais Louis le Grand et Henri IV sur APB avant Chateaubriand. Et j'ai été admise et ça a grave conditionné mon parcours. Et donc pour résumer un peu toute cette question des déterminismes, des formations professionnelles oblige, j'ai fait une slide, c'est aussi que j'ai été un peu influencée par Guillaume et ses tableaux, mais c'est vrai qu'intellectuellement parfois, surtout quand on a ce genre de discours un peu catalogue, ça peut vachement aider de reposer tout à plat sur le papier. Donc si je vous balance la slide, on a une typologie avec 4 grands types de déterminants. J'ai mis en vert ce qui ont été plutôt des opportunités pour moi dans mon transit de classe, et en rouge ce qui a constitué plutôt des freins. Bien sûr, c'est pas du tout exhaustif, c'est pas complet, mais ça donne un peu une idée. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? Qu'est-ce que j'avais envie de partager? Quelle forme de réflexion je voulais ouvrir? Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, j'espère avoir ouvert des champs sur les questions de déconstruction de mérite. Enfin, comment dire? On parle énormément, enfin je creuserai cette question plus politique dans la 3e vidéo, mais on parle énormément de mérite comme quelque chose d'évident en fait, notamment dans les médias, dans les discours politiques et dans les discours individuels aussi. On valorise, on félicite les gens pour leur mérite et inversement, on culpabilise les gens pour n'être pas assez méritants. Et ce que j'ai essayé de faire en traitant mon cas, que je connais mieux que n'importe quel cas, et parce qu'en plus il est un peu caricatural d'ascension sociale, c'est de montrer que fondamentalement c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'il y a énormément de freins et d'opportunités qui dépendent pas de nous, et qui conditionnent vachement ce que la société appelle réussite ou échec, notamment dans le domaine scolaire, qui en plus est très peu tolérant des différences. Ou de leurs normes plutôt, vous voyez ce que je veux dire. C'était une première vidéo qui ouvre le sujet par un exemple, par une illustration. Alors, il y a 2 choses, 2 réactions auxquelles je m'attends à la suite de cette vidéo, parce que lorsque je parle du sujet en live avec des gens, etc., c'est en général des réactions que j'ai souvent. Donc j'aimerais les évoquer là en conclusion. La première réaction, c'est que les gens vont me répondre, mais à travers cette vision très déterministe des choses, tu ne laisses plus aucune place à la liberté individuelle. Et finalement, on serait tous déterminés et donc plus du tout responsables de quoi que ce soit. Alors, moi je ne cherche pas à traiter la question de la liberté ici. C'est une question qui est philosophique et que je ne me vois pas traiter en fait. Je vous laisse ce soin de la traiter pour vous-même si vous voulez. Moi je ne parle que de freins et d'opportunités, et le noyau de liberté ensuite, c'est autre chose. Voilà.
mais je pense qu'il y a un moment donné où l'honnêteté intellectuelle veut qu'on ne puisse pas nier ces freins et ces opportunités qui pèsent sur nos parcours, quand bien même on considérerait ou non un noyau de liberté individuelle. Deuxième réaction à laquelle je peux potentiellement m'attendre, parce qu'on me l'a déjà faite, c'est de me dire oui mais en fait tu dévalorises ton propre mérite, soit par modestie, soit par névrose de social traître. Alors, je pense pas, voilà, en temps là, pas beaucoup de preuves à apporter, à part que j'ai beaucoup cheminé quoi, sur ces questions, la question de névrose social traître notamment. Juste pour préciser, pour ceux qui voient pas de quoi je parle, c'est le fait que quand tu as changé de milieu, tu peux ressentir une culpabilité très forte en fait, du fait que tu as trahi ta classe, que tu as l'impression de ne pas, de ne pas mériter cette vie beaucoup plus facile, beaucoup plus privilégiée à laquelle tu as accédé. Est-ce que j'ai une névrose social traître? Je sais pas, mais il me semble en tout cas que c'est des questions que je fouille tellement, sur lesquelles je m'informe tellement, sur lesquelles je réfléchis beaucoup, sur lesquelles j'écris aussi. Bref, tout ça porte à croire quand même que je suis pas... J'ai tendance à penser quand même que je suis pas juste en névrose social traître quoi, et que j'espère que la force de mes arguments par ailleurs au cours de cette vidéo et des suivantes sera suffisante à dépasser cette potentielle projection sur moi. Le dernier élément que je voulais aborder ici, c'est que c'est pas parce que je remets en question la notion de mérite individuel que je nie les souffrances des sacrifices, enfin les souffrances et les sacrifices que peuvent engendrer des parcours, et notamment des parcours de transit de classe. Moi, j'ai souffert quoi, enfin, et ma santé mentale en a pris un coup, et ma vie en a pris un coup, et voilà, et c'est pas parce que je considère que je suis pas méritante que je nie en fait le vécu, les souffrances, etc. Et c'est deux choses différentes, je pense. Mais c'est vrai que je suis persuadée aujourd'hui, je suis convaincue que ce parcours, j'ai pu le faire, mais très peu par une forme de mérite, de volonté ou je ne sais quoi. Il m'a été rendu possible par beaucoup de choses. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que j'ai été claire. C'est pas forcément facile à aborder, j'ai parlé de moi en plus, donc même si j'ai parlé de moi en tant qu'objet sociologique, c'est quand même mon histoire, donc il y a quelque chose de l'ordre aussi du don de soi un peu dans ce genre de vidéo, donc c'est un peu délicat. Dites-moi ce que ça vous évoque, ce que vous en pensez. Si vous avez des propres témoignages à partager, ce serait super intéressant, que ce soit en public ou en privé. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo sur le travail. Et bonne soirée, bonne journée.